Coucou, c'est Erika. Dans ce podcast, je t'invite dans un espace où on parle de liberté, mais pas n'importe laquelle. Je te parlerai pas de liberté financière ou géographique, mais de celle qui te permet de te libérer de tes peurs, du regard des autres et surtout de ton propre regard sur toi-même. C'est une odyssée intérieure vers la connaissance de soi et une meilleure gestion des émotions. Après avoir vécu un bouleversement majeur, j'ai réalisé combien nos émotions, nos petits et grands traumas façonnent notre estime de soi. Alors je me suis tournée vers le coaching et la thérapie brève pour apporter l'aide nécessaire, efficace et complète qu'on ne trouve pas toujours dans ces cas-là. Alors je te souhaite la bienvenue dans ce podcast et c'est parti pour l'épisode. De nos jours, la capacité à s'adapter et évoluer face au changement est plus précieuse que jamais, que ce soit dans notre vie professionnelle, personnelle ou sociale. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant et essentiel, se réinventer, travailler sa résilience et l'importance de faire confiance à son adaptabilité avec une personne avec qui j'apprécie énormément échanger. Johan jongle entre les mondes, les idées et les transformations. Son parcours personnel, qui me touche beaucoup, est profondément marqué par l'univers de l'inclusion et du handicap, ce qui l'a poussé à se remettre en question et à évoluer perpétuellement. Il incarne la réinvention et l'adaptabilité à travers différentes cultures, langages et frontières. Il nous partage les moments clés où il a dû se réinventer, nous confie ses motivations, son désir d'apprendre et de se transformer, et les difficultés extérieures qui l'ont incité à se surpasser et à voir les contraintes comme des opportunités. Cet échange promet d'être très très riche, alors reste à l'écoute, installe-toi confortablement, laisse-toi captiver par l'histoire de Johan, et qui sait, tu pourrais y trouver un élan pour réécrire ta propre histoire. Bonjour Johan. Eh bien bonjour Erika, bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Eh bien dans l'ensemble ça va bien, je suis très content d'être là. Moi aussi, je suis ravie de t'avoir. Je laisse en général les personnes se présenter. Est-ce que tu es OK pour présenter un peu ton parcours et en quoi le thème de la réinvention te parle ? Oui, eh ben, je vais faire ça tout de suite avec plaisir, je vais essayer de pas être trop académique. Mais donc je m'appelle Johan Fortini, dans la quarantaine et je vis à mi-chemin entre Amiens et Paris. En termes de parcours, donc j'ai un parcours professionnel d'une 20aine d'années à peu près, que je crois pouvoir décrire comme assez varié, puisque j'ai commencé dans la tech, dans l'informatique, dans l'IT. J'ai aussi croisé, et je croise toujours d'ailleurs, la pédagogie, le business, la stratégie, le marketing. J'ai travaillé à l'international, et donc ça fait l'objet de nombreux virages, en fait, dans ma carrière. Parfois partiels, parfois à 360. Du coup, je crois que en termes de réinvention, il y a eu quelques étapes. Et puis en parallèle de tout ça, je pense aussi avoir pu bénéficier, en tout cas à une époque où ça voulait encore dire quelque chose de l'ascenseur social, d'être un transclasse, et à titre personnel, je suis aussi concerné par l'inclusion et en particulier du handicap. Donc tout ça, ça fait pas mal d'étapes, et quand on a échangé sur l'opportunité de débattre ou de discuter de la réinvention, bah tout ça, ça m'a beaucoup parlé. En tout cas, je suis ravie. Et ça va être un podcast passionnant, je pense. En tout cas, c'est un sujet qui est hyper riche et faire ce sujet avec toi, c'est vraiment une chance pour moi, je trouve. Eh ben écoute, que d'éloges. Je vais me réinventer après ce podcast. Sûrement. Peut-être que oui, tu vas découvrir une vocation, une passion pour le podcast. Qui sait ? Ben, je sais pas. Je demande que ça. OK. Est-ce que tu es OK pour commencer en nous partageant justement un moment de ta vie où tu as dû te réinventer ? Eh ben, je peux en partager un, je peux même en partager deux, puisque là, avec la question, j'ai un peu deux. Peut-être que je mets souvent en parallèle les domaines professionnels et personnels. Je sais pas si je fais ça de manière automatique, mais en tout cas, c'est comme ça que ça me vient là tout de suite. Donc, sans être dans une posture de lecture de profil LinkedIn. Donc mon parcours déjà, ça fait à peu près 20 ans que je bosse, comme je disais en intro. J'ai commencé à bosser dans l'IT sur un profil vraiment technique, formation d'ingénieur, etc. Manager opérationnel. J'ai eu l'occasion et l'opportunité d'enseigner également très tôt. Et quand je dis très tôt, par exemple, j'ai enseigné à un public adulte au CNAM, il y a une 20aine d'années, à l'époque où moi j'avais 20 ans.
Donc je sortais de l'école et j'enseignais à des gens qui avaient déjà 20 ans de métier. Donc j'ai commencé par faire ça. J'ai fait ça pendant 7-8 ans. À l'époque, j'étais aussi dans la fonction publique. Et puis, à la croisée du deuxième moment de réinvention que je vais évoquer dans une minute, à un moment, j'ai pris un grand virage sur tout ça. Donc, je me suis orienté dans le conseil, avec une vue plutôt stratégique, RH, ressources, etc. Ensuite, il y a eu un autre virage où je suis parti plutôt dans la stratégie, le marketing, etc. J'ai repris mes études aussi, plusieurs fois dans ma vie. Donc j'ai travaillé au local et à l'international. Donc au niveau professionnel, je pense que des moments de réinvention, j'en ai plutôt pas mal même. Alors je sais pas si c'est réaiguillage, reconversion, adaptation ou vraiment réinvention, mais moi je l'ai vécu comme ça. Et le deuxième moment qui me vient en tête, et un petit peu dans le ton de nos échanges et du podcast, donc un moment peut-être un peu plus intimiste, mais qui m'est revenu quand on s'est contacté pour prévoir ce podcast. Alors c'est une expérience assez personnelle que j'ai pas partagée avec beaucoup de monde. Mais bon, pour partager ce moment qui est quand même un moment clé, quand j'ai repensé à mon parcours et notamment à la réinvention avant ce podcast. Donc c'est un moment qui se situe il y a une bonne quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans. Alors, je ne sais pas si tu peux rajouter le bruit de la mer ou le son des mouettes Bonne au idée. montage, mais petite ambiance. Je vais essayer de la créer quand même. Donc ça se passe à Fécamp, qui est une ville, pour ceux qui connaissent pas, un port en Normandie, port de plaisance, donc assez sympa. Je me balade, je suis en famille. Alors à l'époque j'ai pas d'enfant, mais je suis avec ma femme et ma nièce. Il fait beau. Niveau boulot, tout va bien. Niveau santé, tout va bien. J'ai pas de soucis graves dans la vie. En tout cas, je le vis pas comme ça. Et puis, malgré tout, voilà, on se balade et je revisualise très bien ce moment comme un déclic, où je me dis, mais pourquoi j'ai tout pour être heureux, en gros, et ça va pas bien. Voilà, il y a une espèce de mélancolie latente ou une dissonance cognitive, ou je sais pas trop. Et je décide, en fait, de sortir de tout ça. Donc l'acte de dire, je reconnais la situation et le besoin de me réinventer. Et donc là, je commence un cycle où je prends les choses en main. Je commence à m'intéresser à ce moment-là beaucoup à la psychologie aussi. Je déconstruis un petit peu ce qui me semblait acquis ou balisé. Et à ce moment-là, j'ai commencé un processus personnel, en tout cas de remise en question, de réinvention permanente, qui a débouché sur le parcours que je viens de décrire. Tu saurais dire ce qui t'a provoqué ce déclic? D'une manière, alors sur le déclic, je peux répondre en 2 temps. Sur le déclic en particulier, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'expliquer ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un ras-le-bol ou une saturation ou une envie de changer, ou voilà, en plus j'étais dans la vingtaine, donc tu vois, je peux même pas sortir l'excuse de la crise de milieu de vie ou ce genre de choses, mais donc ça j'ai du mal à le formaliser sur le moment. D'une manière générale, le fait de se réinventer, je pense que c'est surtout 2 choses. Donc, ce qui déclenche souvent la réinvention. Je pense que c'est d'abord un état d'esprit. Donc, je pense que spontanément, il y a toujours un moment ce besoin d'aller plus loin, ou d'aller différemment, ou d'apprendre, ou de se remettre en question. Ce qui tient un peu de l'ouverture ou de la transformation. Et cette partie-là, cette première motivation que j'ai vécue et que je vis encore, hein, c'est un petit peu la partie noble et celle qu'on met souvent en avant. Mais si je devais te donner une réponse transparente et complète, je pense que ce qui déclenche aussi la réinvention, parfois, peut-être souvent, enfin ça dépend des histoires j'imagine, n'est pas forcément ce qui est choisi ou décidé. Je pense qu'il peut y avoir aussi, de manière réaliste, pas mal de facteurs extérieurs, des événements imprévus de la vie, qui sont souvent connotés négativement parce qu'ils surviennent brutalement. Mais je crois que parfois, un imprévu ou une contrainte peut être sujette à réinvention derrière, et donc devenir positif au final. Mais Dans la situation dans laquelle tu étais, tu me dis que ça allait bien niveau boulot, niveau etc. Qu'est-ce qu'il y a, au-delà du sentiment de mélancolie? Parce que c'est un sentiment qui est pas, qui pousse pas en général. C'est un sentiment plutôt, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ben, en fait, les différentes contraintes que je viens de sous-entendre ou d'évoquer sont peut-être plutôt logistiques ou externes, etc. Peut-être bien que j'avais une contrainte interne, je sais pas, je supportais plus cette situation,
il a pu se passer quelque chose. Si la question c'est, est-ce que j'avais un besoin externe qui me poussait à me réinventer? Là, ça commence à dater, mais je pense que non. D'accord. En tout cas, j'en vois pas comme ça. Par contre, en moi, j'ai senti le besoin de faire ça. Et là, sur cette deuxième partie, c'est plutôt toi l'experte, tu vois. Le champ de la cause émotionnelle qui vient de ça. Voilà, on pourrait le creuser ensemble dans un podcast off, mais... Oui, pourquoi pas. Mais oui, c'est vrai qu'en général, exactement, c'est soit des facteurs externes, des choses qui font que on n'a pas vraiment le choix qu'il faut, en fait, enfin, qu'il y a un sentiment d'urgence. Ceci dit, les facteurs internes aussi peuvent créer ce sentiment d'urgence. Justement, quand on sent qu'on n'est pas bien, qu'on touche le fond, des sentiments qui font que, oui, là, il y a une urgence. Tu sens que tu dois, entre guillemets, sauver ta peau, tu vois. Ouais. Bah, peut-être qu'il y a eu de ça. Voilà, je pourrais pas te le formaliser comme ça, mais... Il y a des gens comme toi qui ont peut-être plus cette propension à se dire: «Ouais, mais non, ça me va pas, je change», plutôt que de subir leur vie et au final, avoir un fond mélancolique ou malheureux ou en tout cas pas épanoui, quoi. Alors ça, c'est marrant que tu utilises cette expression parce que à l'époque, il y a vraiment eu quand même... Alors là, il faut vraiment que je me rappelle, là. Mais j'ai quand même en tête des pensées comme ça, en se disant... c'est tout tracé, ça roule, mais c'est pas ce que je veux. Est-ce que je vais vraiment... Le terme subir, je pense qu'il était vraiment très adapté à mon ressenti du moment. Le fait de vouloir faire de sa vie une aventure un peu autre que des rails, quoi. Mais toi, tu fais partie des gens qui font ça peut-être plus facilement ou en tout cas qui ont moins de barrières. Alors ça, je pense que c'est vrai au départ, mais ou qui l'ont plus pratiqué. Parce que je crois aussi que un peu comme beaucoup de domaines, c'est le premier pas qui coûte. C'est la première fois, ça fait peur, on sait pas où on va, est-ce qu'on va explorer autre chose, comment on va se retrouver. Et puis tu le fais une fois, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien, mais je pense que à ce moment-là, on a une prise de conscience, de compétences, de réinvention, d'adaptation plus grande que ce qu'on imaginait. Du coup, on tente la deuxième fois, et je crois que ça peut créer quand même un... Encore faut-il le faire la première fois, mais oui, c'est sûr que c'est comme tout, hein. Bah, j'espère qu'avec ce podcast, on va inviter plein de monde à le faire la première fois. Oh oui, ce serait bien, ce serait bien. Donc toi, ta motivation, en gros, pour changer, c'était, de ne pas subir et de ne pas, Sur ce deuxième moment en particulier, oui, ça a été ça. Ça a été un besoin de retrouver une certaine énergie, oui. Après, comme j'ai cité plusieurs moments, ça n'a pas toujours été ça. Ouais, le premier, c'était ça. C'était une saturation mentale, cognitive, émotionnelle. Je m'y retrouvais pas, quoi, là où j'étais. Et ça a été facile pour toi de te rendre compte de quel aspect de ta vie tu voulais changer? Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout été facile. Je dirais à deux niveaux. La première, c'est que je pense que la première difficulté, donc la première chose qui rend la démarche pas facile, c'est d'être suffisamment objectif, d'avoir suffisamment de distance, d'avoir suffisamment de recul avec soi-même. Donc à l'époque c'est terrible la manière dont je parle, dans les années 60, mais en tout cas quand j'ai fait ça, j'ai l'impression, ou j'y étais pas ouvert, mais j'ai l'impression que la prise de conscience de cet alignement avec soi-même, des thématiques telles que les services que tu proposes, tout ce qui tourne autour de la quête de sens ou du développement personnel n'était pas du tout aussi présent. Donc la piste sur laquelle je me suis orienté, moi, c'était la psychologie, en particulier l'analyse transactionnelle. Donc j'ai pratiqué, je me suis formé moi-même, et donc la première raison pour laquelle ça n'a pas été facile, c'est que c'est, en tout cas à mon sens, pas du tout facile de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à soi-même, de se regarder objectivement qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on en est là, comment on se perçoit. Donc ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième, qui découle de la première, c'est qu'une fois qu'on a cette vision, cette liste un peu plus claire ou objective, de faire le tri entre la part qui est choisie et la part qui est subie. Donc là, quand on part sur la part subie, j'ai en tête par exemple l'héritage des injonctions des discours parentaux, le contexte social du moment, les tendances de l'époque, etc.
qui peuvent parfois être alignées avec ce qu'on veut ou pas d'ailleurs. Je veux dire, elles Mhm. sont pas forcément négatives, mais comment on les trie, comment on s'en assure. Et puis bon, bah, c'est un moment qui pique, parce que c'est un moment de prise de conscience en fait. On se dit ok, cette partie-là, elle me va bien. Par contre, cette partie-là qui est en moi et qui me guide plus ou moins avec plus ou moins de bienveillance. Depuis 20 ou 25 ans, il faut que je décroche l'élastique, il faut que je rebâtisse autre chose. Mais c'est ça, on évolue, on change et il y a des choses avec lesquelles on est d'accord à une certaine période de sa vie et à une autre période, on se rend compte qu'en fait, ça nous bloque et ça nous limite plus que nous soutient en fait. Ouais, je pense que la réinvention, ça peut arriver en plus à vraiment plusieurs étapes de la vie, effectivement. Je pense que c'est quelque chose de continu et pas du tout, il n'y a pas une réinvention one shot, tu vois. Mais après, sur cette première étape, ça a été vraiment difficile. Peut-être parce que ça a été la première aussi. Voilà. Ça, je le saurais jamais, mais peut-être que oui. Sur les autres, ça a été moins difficile. Je pense moins difficile parce que j'avais déjà pratiqué l'exercice. Donc, je l'appréhendais plus positivement. Et puis, aussi parce que je crois que plus on se remet en question, plus on fait l'exercice de se réaligner, plus on a envie de se réinventer régulièrement, ou en tout cas de vérifier son alignement avec soi-même, avec ce qu'on a envie, avec ce que l'environnement, ce dont l'environnement a besoin aussi. Et plus la part choisie, j'évoquais avant une part subie, part choisie, plus la part choisie est grande. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est vrai que c'est très difficile de prendre du recul sur soi-même, soi-même. de... Mais je pense que c'est impossible. On réalise à quel point on n'était pas objectif avec soi-même avant, et on se rend compte encore plus du besoin d'accompagnement. En tout cas, moi, je me suis fait accompagner à l'époque. On échange, nous, régulièrement ensemble, et c'est toujours très agréable de remise en question et de point de vue extérieur. Et non, voilà, je suis vraiment convaincu que c'est un travail qu'on peut pas faire seul. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait que ce serait mieux pour toi que tu te fasses accompagner? Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit: «Tiens, allez, je prends rendez-vous»? Je me rappelle de ce moment-là, mais je me rappelle pas de pourquoi. Non, je me rappelle pas du déclencheur. Le déclencheur, il était avant, en fait. Je savais déjà. Et peut-être, ça me fait réfléchir en direct là, ce qu'on se dit, hein, mais j'espère que c'est pas trop confus pour les personnes qui nous écoutent, mais peut-être que prendre conscience du besoin de se réinventer et du fait qu'on ne puisse pas le faire seul, c'est reconnaître un peu sa vulnérabilité à ce moment-là aussi. C'est peut-être ça qui s'est passé aussi. Peut-être le fait de se dire, ok, là je suis arrivé au bout de quelque chose, je l'ai pas vécu comme ça, mais il peut y avoir quelque chose de l'ordre de, je suis arrivé au bout de quelque chose, j'ai besoin d'une Mmh. redirection, d'une réinvention, d'une adaptation, et j'ai besoin d'aide pour le faire. Voilà, ce mot-là, avoir besoin d'aide, il est quand même très connoté aussi. Il est dur, enfin, il est dur dans le sens où, c'est dur de l'admettre, c'est dur de l'avouer, que ça soit à soi ou à d'autres et c'est encore beaucoup trop tabou, même si on commence à en parler. Mais s'il y a des personnes qui hésitent là, parmi celles qui nous écoutent, mais quel bonheur une fois qu'on a mis le premier Mmh. pas et qu'on y est par contre. Donc, mais oui, Je trouve que faut c'est s'y mettre, quoi. ça moi, ce que ça apporte parce que ma valeur première à moi, c'est la liberté et c'est vrai que je trouve que justement, ça Mm. apporte cette liberté, en fait, tu vois? Et c'est pour ça que ça me tient à cœur. La liberté d'être soi, la liberté d'oser faire ce qu'on veut, tu vois? Ouais, ça l'apporte. Alors, je dirais que ça l'améliore. C'est là où je distinguais un peu les motivations, parce que là, on est sur la partie choisie, sur la Mmh. partie où à un moment je sens qu'il y a un truc qui va pas, je prends la décision et je passe à l'acte. Mais j'essaye de rester modéré et pas négatif non plus. Un jour peut-être j'écrirai l'éloge de la contrainte. Donc à quel point les facteurs externes ou ce qu'on choisit pas, ben, Mmh. ça nous fait du bien aussi au final. Et j'ai perdu le fil là. On était sur quoi? Ah oui, sur la liberté. Et donc à l'inverse, je voudrais pas non plus que la réinvention sonne comme une promesse d'Eldorado, d'aventurier à vie, de liberté totale, parce que Je parlais pas forcément en soi de la réinvention, je parlais vraiment du fait d'apprendre à se connaître, de se faire accompagner pour, pouvoir débloquer tous les verrous qu'on peut avoir. Ça permet pour moi une énorme liberté. ouais. Après bien sûr, on n'a pas toutes les libertés, Non, mais la liberté de choix déjà. voilà, la liberté de soi, la liberté d'être, bah, en fait quand tu as plus peur du regard des autres, quand tu as plus peur, de toi-même, tu déverrouilles déjà énormément de choses. Parce que c'est pareil, combien reste, ne bouge pas
Ne se réinvente pas par peur du jugement des autres aussi, de ce qu'on va dire, par peur des découragements, par Mmh. peur de l'environnement, il joue énormément là-dessus aussi. Il faut être prêt à encaisser les, «ça va pas marcher», les «comment tu vas faire», les, «pourquoi tu fais Pourquoi ça?» tu fais «Tu ça? un bon boulot là, pourquoi tu» Voilà, c'est tout ça. allait bien, tout allait bien. Voilà, donc et puis ça, il faut être capable de l'encaisser, de passer au-dessus, en fait. Donc je pense Mmh. que c'est une chose qui bloque pas mal de personnes, que ce soit dans leur reconversion ou dans leur changement de vie, d'une manière plus générale. C'est-à-dire la force de dépasser le regard extérieur. Après, ça m'évoque de choses. Alors, je sais pas si je raconte un peu toutes mes expériences, mais Tu aimes bien faire part de je fais par deux, oui, oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis binaire, mais ça m'a fait penser à deux choses. La première, quand tu as dit le regard des autres, tu vois, moi, comme je l'évoquais au début, je viens d'un milieu socialement très modéré, on va le dire comme ça. Et donc l'objectif de vie que je conçois tout à fait au regard de l'histoire, etc. L'objectif de vie de ma famille et de mes parents en particulier, réussir sa vie, c'était avoir une famille, un toit, une voiture, de quoi manger tous les jours, etc. Et donc cette partie logistique, alimentaire, financière, entre guillemets. Et donc au moment où je fais ça, à ce moment-là, je travaille dans la fonction publique. Et dans ce que je vais dire là, il n'y a aucun avis en plus sur moi sur la fonction publique, mais ce sont les faits de l'époque. Donc je passe tous les concours, j'étais titulaire, j'avais le job, tu vois, le salaire, je sais pas si c'est vrai à 100%, mais à peu près garanti, malgré tout. Et donc quand je prends cette décision, et donc quand je sors du cursus public, au niveau familial, une bah oui. incompréhension terrible. De se dire, mais attends, là, tout ce que nous, on voulait sécuriser, tout ce que nous, on voulait pour toi, c'est-à-dire le job sûr, le salaire qui tombe de manière régulière, etc., c'était pas... Donc il a fallu affronter ça. Et sur le regard des autres, donc je suis impliqué dans plusieurs sujets. Un des sujets dans lequel je suis, alors tu vois, qui vient d'une contrainte, puisque j'ai une personne de famille, en l'occurrence un fils qui est touché par le handicap. Donc j'ai mis un pied dedans, et tous les schémas sociaux, les schémas professionnels, les schémas de vie qu'on a tous en tête, quand tu mets un pied dans le handicap, tout ça, ça vole en éclats. Mais ce qui est à la fois difficile, mais, et je vais reprendre ton terme parce que là il me paraît vraiment adapté, aussi une libération. Quand tu dis bon bah voilà, maintenant j'ai ça, je dois composer avec les schémas sociaux, le regard des autres, ce qui convient à tout le monde, les bonnes normes, à l'évidence je vais pas pouvoir y aller. Il va falloir que je bâtisse autre chose, et cette autre chose sera peut-être pas si mal que ça. Et ça c'est vraiment, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de réfléchir c'est un message que j'aimerais passer, à se réinventer ou à changer de voie ou à faire autre chose, c'est le fait de se dire je vais sortir de ce qui est normé ou de ce qui semblait bon pour moi, soit même par les autres ou même par moi-même. Il y a autre chose qui est un peu plus hors norme, et pour autant ça peut être bien quand même, quoi. Voire mieux. J'ai envie de partir là-dessus, si c'est OK pour toi, justement par rapport Tout est ok. à ton enfant. Quels ont été les verrous qui ont sauté justement? Est-ce que tu as des situations ou des exemples qui t'ont fait dire qu'en fait, finalement, ça avait du positif et Oui, alors c'est toujours ça aussi c'est un sujet un petit peu compliqué parce que je pense qu'il y en a, mais il y a toujours cette tentation ou ce risque d'être un peu démago ou d'idéaliser le handicap, donc j'irai pas jusque là quand même. Mais je pense là encore une fois j'ai deux idées qui me viennent en tête. Je ne sais pas pourquoi. Il faut renommer le podcast binaire, mais j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est mon premier fils qui est touché. Et moi, à l'époque, en tout cas, je sais pas combien de fois j'aurais dit à l'époque dans ce podcast, mais en tout cas, quand il est né, j'étais plutôt dans mon état d'esprit naturel qui est stratégique, structuré, analytique, etc. Je fais dans la caricature pour aller vite, mais pas spécifiquement ouvert à l'émotion, à l'empathie, à la chaleur paternelle, entre guillemets. Cette situation m'a contraint très rapidement avoir une proximité avec mon fils qui commence par être logistique et qui quand même reste pas logistique plus de 2 minutes, heureusement, mais donc à prendre mon rôle de père sous tous les angles dès la première minute. Et ça, je pense que ça a été positif. Est-ce que j'aurais été un meilleur père ou un moins bon père si ça n'avait pas été le cas? J'en saurais jamais rien. Mais je pense que ça a été positif.
après, le deuxième aspect, donc, il y a toujours deux, hein, je vais essayer de tenir ce fil. Quand on est dans le monde du handicap, on côtoie des carrières, des parcours, des cursus, entre guillemets, qui tiennent quand même souvent des galères, mais qui donnent quelque chose. Et donc ce schéma professionnel, on est beaucoup à avoir reçu, encore aujourd'hui, même s'il paraît un peu suranné, mais le schéma, t'as 20 ans d'école ou d'éducation ou d'apprentissage, et puis ensuite t'as 20 ans où tu bosses à peu près, et tu construis basé sur le diplôme que peut-être t'as eu la chance de passer, et puis après t'as 20 ans pour tenir là-dessus et survivre jusqu'à la retraite, en gros. Voilà. J'ultra caricature, on sait aujourd'hui que c'est un modèle qui est plus du tout valable et plus du tout valide, mais c'est quand même un peu l'image qu'on a en tête. Bon, bah, quand tu rentres dans le monde du handicap, pour ton fils ou pour toutes les autres personnes que tu côtoies, ce schéma-là, il vole en éclats. Et t'es obligé de penser différemment. Et penser différemment dans ce monde-là, je crois, enfin j'en suis sûr même, m'a permis d'être plus ouvert sur tous les autres cursus en général, y compris le mien, d'ailleurs. Voilà les 2 points de cette question. C'est intéressant parce que les parcours de vie, les épreuves qu'on traverse, les contraintes auxquelles on fait face, c'est même si c'est douloureux, même si bien sûr on préférerait ne pas vivre ça, c'est quand même ce qui nous apprend le plus, que ça soit sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur nos limites, sur justement voir nos limites sont beaucoup plus larges que ce qu'on pensait. Et que ça soit le sujet du handicap ou encore une fois un burn-out, un trauma ou quelque chose, enfin quoi qu'il arrive de dur dans notre vie, on en ressort différent et rarement moins bon. Mmh. Bah, toi en particulier, j'ai aucun doute sur le fait que tu le fasses. Quand tu t'intéresses un peu à l'autre et que tu es un peu empathique, etc. Là, on a beaucoup développé le handicap parce que c'est moi qui ai mis ce sujet sur la table, mais tout le monde a ses galères, hein. Enfin, je connais 0 personne autour de moi qui a pas vécu à un moment un coup dur. J'ai un ami une expression, il dit, on est tous un peu cassés. Alors, il y a un côté un peu tragique à cette expression, mais malgré tout, je pense qu'on est tous amenés à vivre des épreuves comme ça, toutes et tous. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Mais on rebondit pas tous de la même façon. Non, je crois pas. C'est ce qu'on en fait, notre capacité à rebondir, à aussi prendre ce qu'on est pour en faire ce qu'on veut être aussi. Quand je dis ce qu'on est, ça fait partie c'est notre passé, nos cassures, etc. Enfin, tu vois, l'art de la réparation, là, Kintsugi, c'est ça? Tu sais, réparer la porcelaine avec Peut-être. de la peinture dorée, je crois que ça Ah s'appelle oui. comme ça. Et ben, moi, je vois un peu notre être comme ça. Tu vois, qu'on répare en faisant quelque chose de joli, de peut-être plus solide finalement. J'aime bien cette idée. Est-ce que cet art embellit la porcelaine ou pas? Ouais. Ah bah oui, Tu vois, c'est le but. Ah, bah, donc c'est valide. Moi, j'ai plutôt des métaphores de reconstruction, tu vois. Espèce de golem, ou boîte de Lego. Tu casses, mais tu peux reconstruire et tu reconstruis Ouais. différemment et parfois mieux. Et parfois pas mieux non plus, d'ailleurs. Mais tu sais que pour cet art japonais, donc je crois que c'est Kintsugi, mais je sais pas si je dis le bon mot, donc je vais pas le. Et il y a même des gens qui font exprès de casser la porcelaine juste pour la réparer et faire Pour le faire ensuite. Ouais. Et tu vois, le golem, pour le coup, ça va être plus quelque chose qui est inanimé, qui va prendre vie. Donc ça peut aussi être valable, tu vois. D'accord. Et cette idée de. Si tu valides ma métaphore, moi ça me va, mais je peux accrocher à la porcelaine aussi. Je pense que toutes sont bonnes tant qu'elles nous parlent, en fait. Mais c'est l'idée de prendre vie aussi, ça peut parler énormément parce que Ouais, la pulsion de vie, renaître un peu, ouais. quand tu subis ta vie, que t'es pas bien, et puis que d'un seul coup tu dis allez, non, stop, j'ai envie de ça et je vais le faire. Tu sais, on a tous des périodes dans notre vie où d'un seul coup, il y a du renouveau et tu vois, typiquement chez les femmes, bon, Mm. ouais, c'est peut-être sexiste, j'en sais rien, mais ça va être tiens, je vais aller chez le coiffeur ou je vais m'acheter des nouvelles fringues ou tu vois. Et en général, c'est pas anodin. Tu fais pas ça à n'importe quel moment en fait. C'est à des moments où tu as Ok. besoin de le Ouais. printemps un peu, enfin tu vois, De te ouais, de revitaliser un peu, quoi. Ouais. Ah oui, en plus, on fait ce podcast au printemps, c'est rigolo, ça. voilà. Donc ouais, c'est les moments, c'est des périodes, c'est des épreuves de vie,
tous différents, mais c'est vrai que dans le handicap, enfin, en tout cas, avoir un enfant handicapé, ça doit quand même remettre en question énormément de choses. Je pense que ça apporte énormément de richesse aussi. Sur un environnement large, d'ailleurs. Parental, mais familial au sens large. Et dans ton parcours, donc, pro ou perso, hein, le fait d'être adaptable, tu dirais que ça a joué quel rôle? S'il y avait un top 10 des compétences requises pour se réinventer, je pense que ce serait la compétence numéro un. Que peut-être, il y aurait peut-être bagarre avec la résilience. Mais la réinvention, se réinventer tel qu'on l'a un petit peu défini là depuis le début de notre échange, c'est-à-dire de gré ou de force, à un moment passer à l'action pour changer les choses. Voilà, si j'essaye de résumer, nécessite quand même de composer avec les secousses qui suivent, de changer ses repères, de faire beaucoup de remises en question. Si on veut que ça soit pas uniquement un état d'âme d'un soir, mais une concrétisation concrète, il y a pas mal de choses à adapter. Un état d'âme d'un soir, j'adore. T'aimes bien ça? Un échange poétique et métaphorique. C'est cadeau pour le podcast. Donc si on veut pas que ça soit tout ça, on est obligé de faire d'une grande preuve de souplesse et d'adaptabilité. D'une part parce qu'il y a forcément des choses qui vont bouger et qu'il faut changer, mais d'autre part parce qu'elles vont pas changer en une fois, en plus. On va tenter un mouvement à droite et on va voir que peut-être c'est le bon, peut-être c'est pas le bon, on va devoir ajuster à gauche, etc. Donc il y a une période de secousse. Donc l'adaptabilité, ça me paraît critique. Ouais. Est-ce que tu en parles de tout ça quand tu accompagnes tes clients? Alors ça dépend de comment je les accompagne, mais souvent, ouais, c'est un thème récurrent. Alors juste pour essayer de structurer un petit peu mon prochain commentaire, au niveau des clients, j'ai différents types de clients. Donc je travaille pour une boîte corp, en l'occurrence Konica Minolta, je les cite, petite pub gratuite, etc. Donc là j'ai des clients internes, j'ai aussi des clients externes, moi-même j'ai des clients en direct et en plus j'enseigne et je fais du mentorat. Donc en faisant tout ça, ceux que je vais appeler mes clients auront une posture assez différente, mais je pense qu'il y a quand même un fil rouge en tout ça, un espèce de mantra constant, c'est de faire plus confiance dans sa capacité à anticiper, en tout cas à court terme, et à s'adapter, et moins confiance dans l'idée de tout prévoir et de tout contrôler, en tout cas à long terme, parce que ça c'est juste impossible. Il va forcément y avoir des imprévus, et les deux, pour le coup, ce mantra s'applique vraiment dans les deux cas. Un accompagnement qui va consister à redynamiser ou à rebâtir une stratégie business, ou un accompagnement qui va tenir plus du mentorat individuel. Dans les deux cas, mon espèce d'échelle à moi, hein, alors on a tous la nôtre, c'est de me dire que de faire des plans sur la comète au-delà de 2 ans, ça me paraît difficile. C'est une espèce de retour d'expérience que j'ai à la croisée de mon expérience professionnelle, personnelle, du handicap, etc. Penser l'instant, penser à court terme, ça je pense qu'aujourd'hui beaucoup de monde en est quand même convaincu. On peut pas vivre au jour le jour quand même, il faut prévoir un peu. Au-delà de 2 ans, sur certains sujets peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Il y a un horizon indépassable où l'imprévu sera majeur et va forcément survenir. Donc après cet horizon, plutôt mettre des mécanismes qui vont nous rendre plus adaptables, pour reprendre la question précédente, ou anticiper les secousses, ou même ne mettre aucun mécanisme et se faire suffisamment confiance pour gérer l'imprévu qui peut survenir. Voilà. Et plus dans le contrôle et l'anticipation à court terme, et à long terme dans la capacité d'adaptation et de réinvention. C'est reçu comment quand tu parles de ça? Généralement, plutôt positivement. Ça dépend de la personnalité. Si j'ai en face de moi, comme ça m'arrive de l'être aussi, hein, un contrôle fric qui veut un business plan sur 10 ans, ça peut être un peu plus compliqué puisque les chiffres sécurisent. Mais d'une manière générale, c'est vécu positivement parce que ça génère un espèce de lâcher prise en fait. Le fait de se dire ok, bah ça sert à rien que j'essaye de bâtir un plan, que ce soit personnel ou professionnel, sur le trop long terme, puisqu'effectivement il se passe tellement de choses. Et ce que j'essaye aussi, ce que j'invite les personnes avec qui je discute à faire dans ce moment-là, c'est à faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé et de prendre conscience, et ça honnêtement c'est le cas 9 fois sur 10, que par le passé aussi, il y a plein de fois où il y avait eu des plans,
que plein de fois les plans sont pas du tout déroulés comme prévu, qu'il y a eu plein d'imprévus, pas toujours les plus agréables, et que pour autant, quand il a fallu s'adapter et se réinventer, ils l'ont déjà fait. Mais c'est ça, en fait, on s'en rend pas toujours compte, hein, qu'on a évolué, qu'on Non. a... Souvent pas compte d'ailleurs. D'accord, donc c'est plutôt globalement bien reçu. C'est plutôt globalement bien reçu. Après, en fonction de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, soit il y a une adoption immédiate, soit on accompagne, on fait un peu le chemin ensemble, mais généralement c'est positif. Et revenons à toi. Est-ce que tu as justement des pratiques? Là, tu viens de me parler essayer de faire une rétrospective, par exemple. Et de ton côté, toi, est-ce que tu as des rituels ou des pratiques qui t'aident à maintenir cet équilibre? Comme c'est quelque chose que je cultive depuis longtemps, j'ai alors, je suis comme tout le monde, hein. Parfois le matin, je suis frais et prêt à me réinventer sur toute la journée, et puis parfois je commence la journée avec un Doliprane. Mais d'une manière générale, en ayant cultivé cet état d'esprit-là depuis plus de 20 ans, donc, mes deux ressorts naturels, presque inconscients, sont d'une part la prise de recul, essayer de nourrir l'objectivité, la prise de distance avec soi-même, avec son avis, etc. Et j'utilise beaucoup la psychologie comme un outil. Je suis pas du tout psychologue, j'ai pas de formation en psychologie, je veux pas m'improviser expert d'un sujet, mais à mon humble niveau et comme une boîte à outils, ça m'aide beaucoup. Après, sur un plan plus concret, pendant quelques temps, je pratiquais quotidiennement la méditation, 5 à 10 minutes par jour, pas plus. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais 5 à 10 minutes dédiées à la remise en question, à l'identification de ce dont on a envie, des priorités, à relativiser le reste, ça peut changer beaucoup de choses, je crois. Tu parles au passé? Tu le fais plus? Oui, je parle au passé. Je parle au passé parce que à un moment, j'ai perdu cette habitude. Ma nouvelle habitude, c'est de journaliser maintenant. C'est sûrement une autre forme de méditation. Donc le soir, alors ça, c'est des pratiques. J'évoquerai ça peut-être 2 minutes après, mais donc le soir, en l'occurrence, la journalisation, de reconnaître les deux trois quick wins, donc les 2-3 victoires de la journée. C'est un truc sur lequel j'ai besoin de m'améliorer, ça. Ne pas reconnaître que les gros temps qui fonctionnent bien, mais les petits pas quotidiens. Donc les quick wins, et de définir une ou deux grosses priorités pour le lendemain. Comme ça, je clôture la journée proprement, je sais déjà dans quel état d'esprit et quelles sont mes priorités du lendemain. Je fais ça, et par rapport à ça, le truc que je voulais ajouter, c'est que toutes ces pratiques-là, dès qu'on a le terme réinvention en tête, on s'imagine tout de suite un chemin de croix, il va falloir faire beaucoup de choses, il va falloir secouer toute la maison, mais ça peut commencer par des gestes simples, hein, par des petites choses comme ça. Il y a quelques mois, j'ai lu un livre qui s'appelle L'art d'aller à l'essentiel, de Léon Babauta. C'est pas du tout un livre de 500 pages qui est philosophique, etc. C'est un petit livre très pratique, qui se lit en 2 heures. Et pour autant, par exemple, l'histoire de définir 2-3 priorités par jour, il y a des petites pratiques comme ça que j'ai extraites et qui nourrissent tout ça. Donc le message que j'aimerais dire dans tout ça par rapport à ta question, sur quelles sont les pratiques, etc., je pense qu'il y a vraiment un gros travail quand même de remise en question de soi, de se nourrir soi-même de toutes ces techniques et de de cet excellent podcast, par exemple, pour réfléchir sur soi-même. C'était le petit trait d'humour pour enlever la pression. Mais pour autant, ne pas non plus être impressionné par l'ampleur du chantier, parce que ça peut commencer par des petites choses. Ah, tout à fait, oui. Par des petits pas, des trucs très simples. Exactement. C'est pas du tout, hop, je change tout du jour au lendemain. Enfin, il y a des gens chez qui ça peut prendre 1 an, 2 ans. Mais voilà, c'est le processus. C'est le plus difficile, je pense, c'est d'enclencher le processus. Exactement, de l'amorcer. Et l'amorcer, encore une fois, ça peut être 5 minutes à écrire tous les jours. Exactement. Ouais. Ok, donc ça t'aide beaucoup. Oui, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Là, j'ai l'impression que je voudrais pas non plus survendre le fait d'écrire 3 lignes. Non, mais enfin, chacun. Mais l'exercice lui-même, ça m'aide. Ça m'aide. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui aurait envie et qui n'ose pas, ou qui peut-être se dit oui, qu'effectivement il n'est pas très bien dans sa vie et qui aurait envie enfin, qui effleure l'idée, en fait, tu vois? Ouais, de se réinventer. Je pense que le conseil sera vraiment dans la continuité de l'échange qu'on a eu jusqu'à présent. C'est d'y aller à son rythme, de reconnaître les choses,
de ne pas être effrayé par l'ampleur de la tâche et de passer à l'action. Voilà. C'est comme tu disais avant, faire le premier pas. C'est vraiment le plus difficile, le maintenir sur quelques jours aussi. Mais ce premier pas, ça peut être vraiment une petite action, une réflexion. J'ai des idées en tête qui me viennent d'exemples de gens avec qui j'échange là-dessus en ce moment. Mais par exemple, je connais quelqu'un qui travaille dans la tech et qui est dans le développement, etc. Et qui a envie un peu plus d'interaction et qui est humaine, qui aimerait bien, je dirais pas enseigner, mais initier un peu les enfants ou les adolescents sur le sujet. On a échangé un peu, il a cherché autour de lui, il a trouvé une asso avec des enfants, il propose des ateliers de codage simple pour les enfants, il fait ça le samedi après-midi, ça lui ouvre un peu l'esprit, ça fait autre chose. Alors là, comme ça pourrait ressembler à un hobby, mais on verra, l'avenir nous le dira, mais je crois que le fait d'avoir fait ce premier pas, enfin, il est revenu vers moi, par exemple, en me disant, même, j'avais jamais pensé, je pensais pas que c'était possible. Et juste, il a ouvert la porte, il a tenté un truc, et voilà. Et puis peut-être dans 6 mois, ça marchera plus. Et il fera autre chose. Mais il s'est prouvé que c'était possible, déjà. Qu'il pouvait tenter quelque chose. Donc mon principal conseil, ce serait ça. Ça, en reconnaissant. De pas s'auto-limiter et de pas se dire c'est pas possible, en fait. De pas se dire... Tu sais quoi, t'as lu dans mes pensées, t'as eu raison d'ajouter de ne pas s'auto-limiter, parce que, fidèle à la trame du podcast, j'ai 2 conseils. Le premier, c'est de passer à l'action, et le deuxième, parce que c'est facile à dire comme ça. Passer à l'action, tout le monde peut le faire, allez-y, etc. Je pense qu'un déclencheur qui aide beaucoup, qu'on a aussi déjà évoqué, c'est le fait de se dire, faites une rétrospective, regardez les fois, et ils sont forcément arrivés. Elles sont forcément arrivées. Les fois où vous avez eu des difficultés, des challenges, des épreuves, et vous les avez surmontées, quand il a fallu, partiellement ou totalement, vous vous êtes réinventé, donc vous pouvez le faire. Donc, refaites, quoi. Vous l'avez déjà fait. On dit le premier pas, mais c'est pas vrai. C'est le premier pas conscient, en fait, finalement. Oui, c'est ça, oui. Et après, oui, tu disais aussi la peur, ne pas avoir peur. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est facile à dire. Là, tu vois, si je dis à quelqu'un, n'aie pas peur, bon, ça va pas, c'est comme dire à quelqu'un dépressif, faut que t'ailles mieux, tu vois, ça marche pas. Bah non. Mais dire à quelqu'un, n'aie pas peur, non pas comme une injonction d'avoir peur, ou sois heureux, tu vois, celle-là aussi est pas mal. Mais n'aie pas peur, mais lui dire, par le passé, il y a eu plusieurs fois où t'as eu peur, mais le contexte a fait que t'as pas eu le choix, t'as dû y aller quand même. Et ça s'est quand même bien passé, donc tu vas à nouveau surmonter cette peur et y aller. Je pense que la preuve du passé, c'est un marqueur fort ou un déclencheur plus convaincant qu'un bon conseil. L'un n'empêche pas l'autre, mais... Est-ce qu'il y a des ressources ou des influences que tu souhaites nous partager ou nous faire découvrir? J'ai surtout été inspiré par des personnes qui m'entourent. Alors, je ne sais pas si je suis naturellement inspiré par beaucoup de choses ou par beaucoup de gens, ou si j'ai eu la chance d'être bien entouré, mais ça a été le cas. Ça a été le cas. J'ai été influencé positivement et ouvert positivement, régulièrement déjà par ma famille, par mon cercle proche, donc ma femme et mes fils. Mes cercles amicaux aussi sont assez diversifiés, donc spontanément, puisqu'on est sur le thème de la réinvention, je pense que plus on côtoie de profils un peu différents, et plus ça invite, en tout cas, à remettre les choses en perspective et peut-être à se réinventer. Au niveau professionnel aussi, il y a une expression que j'aime bien de Lao Tzu qui dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît, je crois. C'est ça? C'est quelque chose comme je ça. crois. Ouais. Et en fait, tu vois, dans ma carrière, j'ai eu 3 ou 4 virages comme ça, et à chaque fois, il y a eu un mentor dans le coin qui a fait 2 choses, qui m'a intéressé au sujet, qui m'a invité, mais surtout qui a cru en moi. Et puis après, je trouve beaucoup d'inspiration partout. Hein. On a longuement parlé du handicap, mais je croise des personnes humainement incroyables, vraiment, dans ce milieu. Je parle pas essentiellement des personnes porteuses de handicap, mais aussi de toutes celles et tous ceux qui les entourent. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font ça par vocation, qui font des choses humainement très inspirantes. On a évoqué un peu aussi le mentorat. Je suis pas mal inspiré par le reverse mentoring, c'est-à-dire travailler avec des profils des personnes de génération plus jeunes. Ça peut être des étudiants, ça peut être des entrepreneurs. Je trouve qu'il y a une vague d'entrepreneuriat de personnes aujourd'hui qui sont plus jeunes et de gré ou de force qui y vont, mais je trouve que ça envoie un message intéressant. Et puis la ressource, pour que je t'en cite une quand même, une ressource un peu corp entrepreneuriat, une figure à l'ancienne. J'aime bien Richard Branson aussi, le patron de Virgin.
Alors je sais qu'il a... Oui, j'ai vu que tu mettais des publications LinkedIn dessus. T'as vu ça? Alors je sais que là on est un peu dans l'image de l'entrepreneur des 90s successful, et on sait aujourd'hui que pour accéder à ce statut, souvent il y a des antécédents qui sont importants, mais dans la manière dont il a diversifié son expérience, sa carrière, son business, il a tenté énormément de choses dans plein de domaines différents. Le fait qu'il communique, encore une fois, aujourd'hui c'est un thème beaucoup plus d'actualité, mais depuis 2 décennies peut-être, sur le fait qu'il est lui-même aussi porteur de handicap, donc autiste, avec les galères que ça a eu et comment il a été amené aussi à se réinventer, à sortir des sentiers battus, à tracer sa voie, etc. Et ça c'est une espèce de figure de proue qui m'inspire pas mal. Ok. Richard, si tu nous écoutes. Et je voudrais revenir sur le reverse mentoring. Ouais, j'interviens au niveau professionnel et puis je travaille pas mal avec des écoles aussi, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs où je fais du mentorat. Moi, je ne reçois pas, ou en tout cas j'ai pas formalisé comme ça, de reverse mentoring en direct, mais je dispense du mentorat. Et je pense que le mentorat, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, je sais pas, mais spontanément ce genre d'expérience pour moi c'est toujours réflexif. C'est pas un qui donne et l'autre qui reçoit, tu vois. Et c'est le genre d'échange que je constate concrètement. Et j'apprends beaucoup des profils qui sont différents, avec des points de vue différents, et des personnes qui m'entourent qui ont 10 ou 20 ans de moins que moi, pour des raisons à peu près évidentes, je pense, sans être dans une caricature générationnelle, vont amener quelque chose de différent, une autre perspective, un autre point de vue, et ça, j'aime bien. Ouais. J'aime bien challenger ma perspective, en l'occurrence aussi dans le reverse mentoring. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Et je vais te demander, Johan, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même à travers toutes ces transformations? Je pense que c'est, et c'est toujours d'ailleurs, de m'aligner, de me réaligner, de m'accepter moi-même. Je pense que c'est ça la plus grande leçon. Je ne sais pas si c'est valable que dans mon cas ou pour tout le monde, mais je crois qu'une partie de la réinvention, ça peut être aussi une acceptation ou un réalignement, ou est-ce que c'est la motivation, je sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui me caractérisent. Le fait d'être curieux de beaucoup de choses, le fait de cultiver une multipotentialité, le fait d'aimer les environnements changeants et en transformation, etc. On est dans un monde, en tout cas professionnel, qui a nourri pendant 40 ou 60 ans le fait qu'il fallait avoir une vocation, que l'expertise prévalait sur tout. Alors aujourd'hui, on a fait un peu le tour de tout ça, mais je pense que dans l'inconscient collectif, il y a encore un grand... C'est encore très présent. Et de mon côté, le fait de se dire, maintenant, moi, je vais avoir une carrière en zigzag et je vais piocher plusieurs domaines et ça va être bien. Et non seulement ça va pas être une tare, mais en plus, ça va être aligné avec ce que j'ai envie de faire et ça va être une force au final. Voilà, c'est la plus grande leçon, là, au titre vraiment personnel et individuel. Ça me parle tellement. Ce côté être aligné, ce côté la motivation et l'alignement qui entraîne la réinvention, qui elle-même entraîne l'alignement. Enfin, c'est totalement ça en fait, je trouve. Il y a ça, et si je mets ça dans un contexte professionnel, aujourd'hui, on est encore dans ce modèle, quand même. On est encore de ce modèle de demander aux enfants, aux adolescents, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. On a des orientations de parcours comme ça, alors que aujourd'hui, quelqu'un qui arrive sur le marché du travail, on sait déjà qu'il va faire 10 à 12 jobs différents. L'OCDE, dans le domaine où j'exerce principalement, c'est-à-dire la tech et le digital, estime qu'une compétence technique aujourd'hui est valable 2 ans. Dans les années 80, c'était 30 ans. Donc ce modèle de vocation et de compétences hyper verticales, à l'évidence, il est pas viable. Et ben moi, la réinvention m'a, je crois, permis d'accepter ça plus tôt et de m'accepter en plus en n'étant pas dans ce moule-là et d'y aller quand même. Tous ceux qui étaient entre guillemets qualifiés de multipotentiels à l'époque, enfin tu vois, c'est quand même, ça l'est encore mal vu, enfin dans certains points, alors qu'au final, on a su très tôt se réinventer, ne pas rester dans sur des rails qui vont là où on va pas, en fait. C'est comme si tu étais dans un train qui va... Après, si je veux être honnête, mais peut-être que c'est normal, on a été précurseurs malgré nous. Moi, jamais j'ai jamais pensé à dire 20 ans plus tard avec Erika, je raconterai mon parcours où j'ai fait plusieurs jobs très différents et où ça va continuer. C'était pas dans les normes, c'était pas dans la culture, c'était pas... Mais sauf que maintenant, ça va être limite obligatoire, parce que... Ça l'est. Moi, je discute avec un de mes fils de qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, et une des réponses que je lui fais honnêtement, alors je le laisse pas avec ça quand même, j'essaye de le rassurer un peu, mais c'est lui dire probablement un boulot que je connais pas et qui n'existe pas encore.
Bah oui, non, mais c'est ça, hein. À notre époque, c'est impossible de savoir ce qu'on va faire toute notre vie. Enfin, J'avais une question je sais plus comment elle était tournée, mais la question c'était quelque chose du genre quand on voit le nombre de personnes qui aujourd'hui veulent se réinventer et qui amorcent mmh. notamment une reconversion. Et j'avais répondu, j'avais dit mais moi j'ai plutôt peur pour celles et ceux qui l'envisagent pas. Parce qu'aujourd'hui, celui qui se dit je vais être dans le même contexte et je vais faire le même boulot avec les mêmes compétences pendant 40 ans, bah, c'est mal parti, quoi. Mmh. Bon, est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose, que tu veux partager? Alors, le petit mot de la fin, il était vraiment sur le conseil. Bah, déjà que cet échange a été très très fluide et très riche et que j'ai pas du tout vu le temps passer. Et puis je vais recoller aux deux conseils sur lesquels on avait préconclu tout à l'heure. Voilà, prenez conscience de ce que vous avez déjà fait. Si on recolle Mmh. à la réinvention, voilà, vous êtes déjà réinventé en fait. Et si vous nous avez écoutés jusque-là, c'est sûrement que vous en avez envie. Donc même s'il est petit, faites le premier pas. Voilà. J'ai vraiment très peu de doutes sur le fait que vous le regrettiez. J'applaudis. Si quelqu'un veut te suivre, sur les réseaux, je le mettrai en commentaire, mais comme c'est pas visible partout, tu peux en parler? La manière la plus simple de me suivre, ou si vous voulez me contacter, c'est de me contacter par le biais de LinkedIn. Donc trouvez mon profil Johan Fortini, pas de H et deux N à Johan et un T-A-N à Fortini. Moi, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je suis toujours ravie d'échanger avec toi et peut-être une prochaine fois. Alors, tu as lancé plusieurs idées là? Eh ben sûrement une prochaine fois. Et puis bah, j'espère que ce podcast aura des retours inspirants et des personnes motivées à tenter le coup, à réfléchir, à franchir le pas, même s'il y Mmh. en a une à la suite de ce podcast qui s'est dit j'ai envie de réinventer quelque chose, et ben on aura déjà fait le boulot. Sur ces belles paroles. Je te remercie d'avoir écouté, à la semaine prochaine pour le prochain épisode et je t'embrasse.